je peux te lancer, tu as vu notamment le choc de cette semaine qui a été le Boston contre Denver. Ouais, tout à fait, qui était hier soir et qui était pour le coup, je trouve, un super match, très plaisant à regarder. Alors, moi, je vais plutôt parler du côté qui m'a le plus intéressé, c'est-à-dire peut-être la meilleure attaque contre potentiellement la meilleure défense ou top 3. C'est pour moi l'attaque de Denver contre la défense de Boston. Et c'est vrai qu'on a eu en fait toute une bataille, je trouve assez intéressante autour de Porzingis et qui avait déjà été le cas finalement sur le premier match que Denver avait remporté, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. En fait, au début, Porzingis est sur Jokic et n'est pas dans son rôle classique de roamer, et donc il reste pas au cercle. Et donc Denver a fait beaucoup de moves intéressants pour en fait implique le plus possible Porzingis pour justement qu'il ne soit pas au cercle. Donc ça forcément ça implique Jokic. Donc quelque part c'est pas forcément surprenant non plus. Mais par exemple on les voit faire énormément de dribble hand-off avec Jokic parce que Porzingis est en drop pour quand même assurer le plus de rim protection possible. Donc Porzingis est en drop et donc Jokic vient et joue beaucoup de hand-off avec Kentavious Caldwell-Pope, avec Michael Porter Jr. et forcément ça crée beaucoup de 3 points ouverts tout simplement. Pour cette équipe de Denver, donc il y a eu l'ajustement qui a été d'enlever Porzingis de Jokic et de le mettre plutôt sur Aaron Gordon, et en fait c'est là où Denver est assez impressionnant, c'est qu'ils ont un peu réponse à tout. C'est que du coup ils ont utilisé beaucoup Aaron Gordon en tant que ball handler principal de l'attaque, et on a eu beaucoup de séquences où en fait Aaron Gordon est balle en main et Jokic reçoit un écran, que ce soit de Jamal Murray ou de Michael Porter Jr. pour le démarquer en fait le plus possible proche du panier. Et donc en fait pour qu'il reçoive la balle le plus proche du panier possible et que Porzingis soit loin et qu'il ait pas à reculer et que Porzingis puisse venir en aide. C'est un peu ça la logique derrière, c'est que vraiment on le démarque, Aaron Gordon lui donne la balle et donc Jokic a même besoin de poser un dribble ou pas forcément de dribble et il peut tout de suite marquer avant que la prise à deux arrive et avant que Porzingis ait le temps de se replacer. Donc ça c'était assez intéressant, et il y a eu un autre moment que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'en fait Porzingis sort donc au bout d'un moment, au bout du premier quart-temps, et je pensais que Jokic allait sortir et Mike Malone le garde un peu pour faire écho à ce que tu avais dit la semaine dernière avec Jalen Brunson qui était resté sur le terrain du moment où Draymond Green était sorti. Là en fait Porzingis sort du terrain et donc Jokic reste sur le terrain et se retrouve avec Xavier Tillman, et là il enchaîne les post-up et soit il score, soit ça le prend à deux, et Jokic c'est Jokic quoi, donc il va trouver le kick-out pour Kentavious Caldwell-Pope ou la skip pass, etc. Donc ça a été un bon rappel de à quel point Nikola Jokic est un casse-tête indéfendable, et ça a été un peu le combat tout le match. Là, j'ai un peu décrit que le premier quart-temps, mais après Porzingis, ça a été un peu le combat de est-ce qu'on met Porzingis sur Jokic ou on met quelqu'un d'autre sur Jokic, et dans ce cas on double sur Jokic et ça ouvre forcément des tirs ouverts, ou alors est-ce qu'on laisse Porzingis et alors on peut être victime des dribble hand-off ou d'un post-up de Jokic sur Porzingis, et c'est vrai que ça a été intéressant de voir ça un peu tout le match, ce combat et ces ajustements qui ont été largement à l'avantage de Denver. Et le dernier truc que j'aimerais souligner, c'est le match assez incroyable de Kentavious Caldwell-Pope et d'Aaron Gordon défensivement pour couvrir le edge notamment de Jokic sur les pick and roll de Tatum, et il y a beaucoup de deflection, c'est pas des interceptions, de passes déviées ou d'interceptions de Caldwell-Pope qui ont mené à de la transition. Et c'est vrai qu'Azad l'a posté, mais c'est vrai que Denver a joué énormément de transitions sur ce match, joué pas énormément, mais les a joué aussi très bien, surtout très bien, et c'est là où le delta se crée beaucoup avec Boston. Non mais effectivement, alors ça fait un peu écho à au premier affrontement qu'on avait vu entre ces deux équipes où alors c'était le fameux match, donc Denver qui bat
Boston à l'époque dans son antre où il était invaincu, tu sais, début janvier. Et donc, et déjà à l'époque, on avait cette question du jeu du chat et de la souris au niveau des match-ups des deux côtés du terrain, où on voulait pas que Porzingis défende sur Jokic et on voulait pas non plus que Jokic défende sur Porzingis. Donc, on avait beaucoup joué sur ces match-ups comme ça sur le premier match. Et de ce que j'ai pu en voir alors, je l'ai pas vu en profondeur ce match-là, le deuxième, mais ce que j'ai pu en voir ici avec ce deuxième affrontement, c'est que ça rappelle aussi à quel point, c'est ce qu'on rappelle toujours, le côté, les fameux vases communicants en fait, tu sais, Jokic, certes Jokic c'est pas un bon défenseur, et d'ailleurs il y a des compromis à faire, et la défense de Denver fait des compromis avec Jokic sur le terrain, donc tu peux le cibler plus que certains autres pivots meilleurs défensivement. Par exemple, pour citer une stat qu'on cite assez régulièrement, mais la fréquence de tir au panier pour Boston, elle a été bonne en fait contre Denver parce que tu as certains schémas qui se découvrent, parce que quand tu l'attaques frontalement tu peux aller au panier plus que contre des Joel Embiid ou d'autres pivots, je sais pas moi, du coup j'ai personne en tête, mais même des Zubac ou des mecs comme ça, ou des Gobert, voilà. Donc oui, Boston est allé pas mal au panier par exemple. Donc tu as des compromis, mais en même temps c'est quand même pas si simple que ça, quoi, parce que certes il est fragile en défense, mais lui-même il te pose aussi certaines obligations de l'autre côté du terrain, quoi. Et c'est un peu toujours ça. Et tu vois, j'ai des séquences en tête en début de match de la fameuse tactique que Denver a fait exactement comme pendant les finales NBA, c'est-à-dire on met 2 sur le ballon, et pour neutraliser la menace du pick and pop, en fait, on ne demande pas à Jokic de faire l'essuie-glace, de protéger le ballon et ensuite de revenir sur le pick and pop, on fait venir un troisième homme, comme on dit. Donc, on implique un troisième homme sur la rotation, et donc pour couvrir les pick and pop de Porzingis, on avait un troisième homme qui venait. Et de l'autre côté, évidemment, Jokic fabuleux, etc. Mais comme dit, tu sais, ça faisait partie de nos nuances qu'on avait mis dans le bilan tactique des finales de 2023. C'était, certes, Denver n'a pas rencontré une équipe qui était en 5-out complet, etc. Donc, peut-être un peu de chance au tirage sur les match-ups, mais en même temps, à quel point aussi est-ce que les équipes n'étaient pas forcées aussi de jouer avec des profils défensifs, parce que t'aurais pu, tu vois, Miami, ils ont essayé Kevin Love sur les finales NBA, n'ont jamais ils ont jamais fait des line-up complets de grandes séquences avec Kim Love en poste 5, parce que derrière tu le payes, quoi. Donc je trouve que cet affrontement entre Boston et Denver, entre ce jeu des match-up, entre ce jeu des vases communicants, comment tu défends l'un ou l'autre de l'autre côté du terrain, ça peut être assez fascinant. Et notamment, je dis ça, mais effectivement, Porzingis plutôt que Al Horford dans ce jeu de match-up et dans cette guerre du pick and roll et du pick and pop, etc., ça peut être intéressant, notamment potentiellement pour des finales NBA également, quoi. Ouais, c'est clair. Ça a été intéressant parce que mine de rien, l'arme du pick and pop de Porzingis, c'est embêtant. Ça implique d'avoir des rotations très bien établies, et ça découvre quand même ton attaque, ta défense, pardon. Et c'est vrai que du moment où Al Horford ou Xavier Tillman rentraient un peu sur le terrain, c'est vrai que en fait c'est pour ça que j'ai un peu parlé de ça avant, mais il y a vraiment ce côté où j'ai eu la sensation, mais qu'on a laissé Jokic volontairement pour appuyer un peu là où ça fait mal. C'est-à-dire que quand Al Horford ou Tillman est sur le terrain, c'est un peu une mismatch de facto, quoi. C'est-à-dire que Jokic a juste besoin de jouer un post-up et ta défense elle est déjà déstructurée, quoi. Donc ouais, c'est sûr que en fait face à Denver, tu as une marge de manœuvre que je trouve presque nulle, tellement il te force à être équilibré, on va dire, et un minimum bon défensivement, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu je trouve que c'est un peu la version ultime de l'utilisation du spacing en NBA, Denver, dans le sens où en fait ils ont un tellement bon spacing et ils ont un tellement bon passeur pour utiliser spacing que en fait ils arrivent à trouver un nombre de tirs au cercle, mais de très bons tirs au cercle, et pas que juste un tir au cercle pour prendre un tir au cercle, mais un tir au cercle qui en plus a une bonne efficacité, que c'est assez impressionnant, ouais. Au final, même si c'est pas le premier offensive rating, j'ai l'impression que c'est l'attaque la plus malléable, quoi, j'ai envie de dire, qui a le plus réponse à tout, et c'est un peu ce qu'on a vu aussi un peu l'année dernière, quoi. Oui. Et puis encore une fois, comme le match, le premier affrontement qu'on a d'ailleurs décortiqué sur Twitch, si ça vous dit de regarder le replay, mais comme le premier affrontement, ça s'est joué sur des standards d'offensive rating assez faibles, finalement, c'était plutôt un match relativement défensif pour le coup, même si, on peut mettre tout de même la nuance également que Boston a shooté à 28% à 3 points, en en tentant beaucoup, donc
voilà, un peu une sous-chauffe sur un match, un manque de réussite sur un match à 3 points, peut-être qu'évidemment quelques points de plus et ça passait. Mais non, mais tu parles beaucoup tu viens de parler du pick and pop qui apporte un compromis, mais en même temps, et je suis d'accord, hein, je suis totalement d'accord, mais en même temps, il n'y a rien de nouveau dans l'attaque pour la défense de Denver, parce que contre des menaces de pick and roll, finalement, il y avait déjà des schémas de Denver qui sont de mettre 2 sur le ballon, donc notamment pour protéger Jokic, parce que 2 sur le ballon, le passeur est obligé de se débarrasser de la balle, et donc la balle peut aller ailleurs et tu as un surnombre à gérer derrière. Et donc déjà, tu avais déjà ce qu'on appelle le low man qui doit venir protéger derrière quand il y a une prise à 2, il doit venir protéger le roller, donc le mec qui plonge au panier. Donc tu as déjà le low man, tu avais déjà le 3e homme. Bon, ça c'est contre le pick and roll, c'est ce qu'on voit depuis 4-5 ans. Bon, maintenant, face au pick and pop, c'est juste que le mec, il va pas au panier, mais ton 3e homme, plutôt que ce soit le low-man, ligne de fond qui doivent protéger le panier, quand le pick and pop, faut juste que t'aies un 3e homme qui vienne faire la rotation sur le pick and pop, en fait. Donc mais c'est pour dire ça, je dis ça parce que c'est des mécanismes, finalement, qui, en un sens, sont pas exactement les mêmes, mais dans l'esprit, c'est quand même la même chose, et on sait que Denver est capable de faire ça. On l'a vu qu'ils sont capables, défensivement, malgré Jokic, de défendre ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas pick and roll, c'est pick and pop, mais c'est un peu les mêmes mécanismes, si tu vois ce que je veux dire, que défensivement de venir aider Jokic sur le pick and roll, quoi. C'est les mêmes principes, ça, et c'est là-dedans où j'ai trouvé c'est aussi là-dedans un peu dans le rôle que tu as décrit, que Michael Porter Jr. a énormément progressé depuis ses premières années, et c'est là-dedans où j'ai trouvé KCP et Aaron Gordon assez fabuleux, quoi, assez fabuleux. Et puis, alors j'ai pas vu l'intégralité du match, j'ai pas vu la fin, mais je vois que Zekenaji n'a joué que 8 minutes, lui aussi, donc je me souviens que le premier affrontement, on était beaucoup sur du Aaron Gordon en poste 5 backup, et bon, c'est vrai que Zekenaji, un peu décevant, moi cette saison, je me souviens d'un match contre les Lakers, il y a une semaine et demie, où il rentre et il est pas très bon contre les Warriors aussi, il se fait prendre sur isolation 2 fois par Klay Thompson. Tu dis c'est censé être un intérieur de switch. Bon, oui, c'est ça. C'est dommage, quoi. Dans la théorie, c'est génial, mais dans la pratique, et c'est marrant parce que juste je finis peut-être là-dessus. Vas-y. Je sais pas peut-être pas qu'on fasse trop long, mais il y a eu en fait une séquence du coup quand Zeke Nagy rentre, où de l'autre côté c'est Xavier Tillman l'intérieur, et donc les deux équipes sont en switch all. Et donc en fait c'était assez marrant comme il y avait ce côté vraiment choisis ta proie qui était assez intéressant des deux côtés. Et donc il y a eu Zeke Nagy qui a été ciblé, et il y a surtout de l'autre côté du coup il y a pas Jokic qui est sur le terrain, et donc Jamal Murray qui vient choisir il appelle à un moment, il dégage tout le monde pour avoir son côté ouvert, son empty side, et il appelle évidemment le joueur qui a Peyton Pritchard. Il y a un autre moment où on lui met un stagger pour qu'il sorte de l'écran et que ça force le switch, parce qu'en fait Derrick White essaye de rester collé à lui, mais du coup ça force le switch et il se retrouve face à Xavier Tillman. Donc voilà, c'était un peu intéressant d'avoir ce côté miroir des deux côtés avec Zeke Nagy, mais je suis d'accord qu'il rentre de plus en plus dans le côté presque joueur théorique, quoi. Puis Jamal Murray, gros match, prime time, bon match contre les Celtics, évidemment. évidemment, c'est toujours comme ça. Jamal Murray sera là en playoff, ne vous inquiétez pas. Avant qu'on enchaîne, pour rester sur Boston, analyse tactique du Boston contre les Warriors, tu sais, il y a quelques jours aussi, de cette semaine. Comment le résumer ? Les Warriors ont shooté à 14% à 3 points, les Celtics ont shooté à 55% à 3 points en prenant des tonnes, et donc ça fait un score final de... C'était quoi ? C'est 115 à 62 ? Non, un truc comme ça. Enfin bref, c'était 140, je crois, ils sont à 140-80, quelque chose comme ça. Si je dis pas de oui, alors tu sais ce que c'est ? Pourquoi j'ai ce score en tête ? C'est parce que c'est devant les yeux, j'ai le score de Cleaning the Glass qui enlève le garbage time. Et donc ils ont enlevé 40 points de garbage time. Tellement il y a eu de garbage time. Non, bon, évidemment, c'est une blague, on va pas analyser ce match-là, c'est un trou complet de la part des Warriors, et dans le même temps, les Celtics sont tout rentrés. Mais alors peut-être on en reparlera tout à l'heure de la stratégie de Jaylen Brown et de Draymond Green. Je crois qu'il y a une question d'éditeur là-dessus, donc je me réserve ça pour tout à l'heure. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.